amis, on se retrouve aujourd'hui dans la chaîne YouTube de Money Times Tipster. On se retrouve pour une émission un peu spéciale, vous l'aurez compris, c'est un face-à-face un peu particulier aujourd'hui. Ce n'est pas Pierre-Antoine qui a pu présenter ce face-à-face, malheureusement il est absent. Donc je fais tout seul aujourd'hui, mais j'ai l'honneur d'avoir en ma présence monsieur Nico Grimm, tipster athlétisme. Salut Nico. Salut Rémi, salut à tous. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va bien dans les starting blocks. Ah, c'est bon ça. Alors avec Nico, il y a quelques semaines, on a repris contact parce que on a appris qu'on se connaît depuis quelques années, mais un peu de loin. Et il y a quelques semaines, on s'est rendu compte qu'en fait, on était en Goumoisin, tous les deux, donc de la ville d'Angoulême. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas se faire un petit face-à-face comme ça, pour parler un peu de toi, et puis surtout pour parler de cette saison athlétisme qui arrive à grands pas, même je dirais même, qui arrive très rapidement lorsque la vidéo sortira. C'est ça, premier meeting de la saison, vendredi à Doha. Voilà, donc vendredi 3 mai, c'est ça? Ouais, voilà. C'est ça. Et du coup, la saison va durer jusqu'à... là, du coup, cette année, ça va changer un petit peu. D'habitude, ça se finit début septembre. Mais là, il y a les championnats du monde à Doha, au Qatar. Et c'est début octobre. Donc, d'accord. Ça va durer un mois de plus. Ça marche. Écoute Nico, je vais te laisser un petit peu te présenter, un peu voilà, d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue un petit peu tipster, ce que tu es, ce que tu fais, etc. Et puis ensuite je te poserai quelques petites questions. Allez, à toi. Ouais, ça marche. Alors, donc, moi c'est Nicolas, donc j'ai 28 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis manager du club sportif d'athlétisme justement d'Angoulême. Donc un gros club d'athlètes avec pas loin de 1000 licenciés. Donc autant vous dire que je passe des semaines sympas. Du coup, j'ai été athlète, je suis encore plus ou moins athlète à un bon niveau. J'ai fait 3 finales au championnat de France en sprint. J'ai un record en 10,56 sur 100 mètres. J'ai déjà eu l'honneur de courir avec Jimmy Vico, pour ceux qui connaissent un petit peu l'athlétisme. Et du coup, j'ai été double champion de France universitaire sur 100 mètres. Voilà, en gros, grosso modo. Et donc, du coup, c'est vrai que je connais pas mal d'athlètes de l'équipe de France, pour le coup, avec qui j'ai pu faire éventuellement des stages chez les jeunes. Des gens comme Kevin Mayer, Martine Lagarde, Jimmy Vico, des gens qui sont un peu connus. Donc, c'est vrai que j'ai la chance, en plus de ça, de travailler tous les jours, on va dire, dans le milieu de l'athlète. Donc c'est vrai que je suis vraiment plongé dedans à 200%. Donc voilà pour moi, grosso modo. Un bel athlète quoi, avec des belles références. Ouais, un bel athlète, vraiment passionné. Là tu vois, j'entraîne encore des jeunes qui font les championnats de France. Donc ouais. Voilà, toujours là-dedans. On va parler un petit peu de ce que tu fais un peu plus tard, dans quelle spécialité es-tu dans l'athlétisme, parce qu'évidemment l'athlétisme c'est je sais pas la définition exacte, mais c'est un terme global pour rassembler énormément de sports, énormément de variétés qui n'ont plus ou moins rien à voir certains. Je pense au saut je pense à la perche, je pense aux 400 mètres, voilà. Voilà, les on va dire plutôt tout ce qui est sprint. Ouais. Après, tu as tout ce qui est demi-fond. Et après, tu as tout ce qui est saut et tout ce qui est lancé. Voilà. Et donc, toi, tes spécialités en termes de personnel, d'un point de vue juste entraînement, etc. Vu que j'ai fait du sprint à haut niveau, sprint et c'est assez lié, on va dire. Ouais. Et puis, tout ce qui est lié à la préparation physique et les sauts, on va dire, les sauts plutôt horizontaux, tout ce qui est longueur, triple saut. D'accord. Alors après, je maîtrise un peu le reste, mais je suis quand même meilleur sur ces disciplines. Ok. Alors, il y a une question qui me turlupine un peu, c'est pourquoi l'athlétisme? C'est-à-dire, est-ce que depuis combien de temps ça t'est venu? Est-ce que c'est une passion de génération en génération? Est-ce que comment ça t'est venu tout ça? Alors en fait, au début, je faisais des sports co étant jeune. J'ai fait du foot, du basket, du hand. J'ai toujours été plus ou moins rapide et quand j'étais en seconde, j'ai fait une compétition UNSS et j'ai été champion régional UNSS. Ok. Et donc je me suis dit allez, on va tenter l'athlé. Bah ouais, carrément. Et puis du coup, au bout déjà d'un an et demi d'athlé, j'ai été champion régional FFA. Et donc derrière. FFA, c'est Fédération Française d'Athlétisme, hein? Ok. Voilà, ouais, non, parce que tu vas peut-être en perdre certains. Ouais. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai qu'une fois que j'ai été champion
champion régional FFA. Du coup, je me suis vraiment prêté au jeu, j'ai commencé à m'entraîner, j'ai encore progressé. Derrière, j'ai eu la chance de rentrer au Pôle Espoir d'Orléans. Et donc derrière, après, voilà, j'ai fait des finales aux France, j'ai fait des meetings de sélection pour les championnats du monde jeunes, championnat d'Europe Espoir, et puis du coup, j'ai eu la chance de faire des stages nationaux avec certains athlètes qui sont maintenant en équipe de France. C'est une question, voilà. J'ai une question, c'est une question un peu bâtard, mais c'est parce que je veux pas, mais c'est dur le haut niveau, oui, ça c'est dur le haut niveau, mais ce que je veux dire, ce que tu as fait, je veux dire, est-ce que beaucoup y vont, est-ce que il y en a beaucoup qui restent sur le palier ou pas? Ouais, pas mal. En fait, je me rappelle d'un chiffre qui nous disait quand justement j'ai fait le stage équipe de France junior, il nous disait parce que du coup il regroupait en gros les 8 meilleurs Français dans chaque discipline. Ouais. Et il nous disait sur les 8, il va y en avoir un voire 2 qui seront en équipe de France senior. Ouais. Donc, après, parce que déjà, tu as la génétique, puis il y a aussi des études, parce que l'athlétisme, c'est pas forcément un sport qui permet de vivre, et donc du coup, voilà, moi, je sais que j'ai, entre guillemets, privilégié mes études à l'athlé. Alors, ça aurait été un autre sport où je sais que j'aurais pu en vivre, j'aurais peut-être eu un choix différent. Mais voilà, là, je sais que j'étais au pôle avec un mec qui fait 10-30 sur 100 mètres, qui est 3e français, et il gagne 700 € par mois, quoi. Il s'entraîne 2 fois par jour, il fait que ça de sa vie, quoi. D'accord. Effectivement, c'est compliqué, la réalité du terrain est plus compliquée, alors que c'est le 3e meilleur temps en France, c'est ça, hein? C'est ça, ouais. Ouais, donc voilà. En gros, t'as le top 10 mondial quand on vit pas trop mal, mais derrière, c'est compliqué. Et peut-être qu'après, tu parlais de grandes familles, mais qui est regroupé, peut-être qu'après le groupe du sprint, peut-être qu'il y a trop de monde dans ce groupe-là, et peut-être qu'il n'y en a pas assez, il y a peut-être pas assez de licenciés ailleurs. C'est sûr que tu as une densité qui est vachement importante en sprint par rapport à des lancers féminins ou des choses comme ça. Bon, je sais pas si tu as des pourcentages exacts, mais c'est quoi à peu près la répartition des licenciés en athlétisme? Ça se fait comment à peu près? Je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts. Tu sais pas, ouais, d'accord. Non, je me suis dit peut-être que tu avais ça sous la main ou peut-être en tête, mais parce que ça pourrait être intéressant justement. Est-ce qu'il n'y a pas une pénurie de licenciés en athlétisme ou est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, bon, j'imagine qu'après les JO, tu sais, peut-être qu'il y a peut-être des jeunes qui viennent vous voir dans les clubs et pour s'inscrire. Ah oui, là, en termes de licenciés purs, on est en augmentation tous les ans. Après, là, je pensais que tu me parlais de disparité entre les disciplines. Parce que de toute façon, la licence, ça reste la même. Après, tu fais la compétition que tu veux en compète. D'accord, ok. Après, combien de filles font du lancer de poids, combien de garçons font du sprint, là, ça, j'ai pas les chiffres. Ouais. D'accord, ok. Je peux pas te dire, mais c'est vrai que l'effet Usain Bolt, il y a eu quand même pour beaucoup, il y a beaucoup de monde quand même qui est venu à l'athlète grâce à lui. Et notamment en sprint, devenir l'homme le plus rapide. Ouais, c'est un fantasme. C'est la discipline reine et tout le monde fait du sprint, alors que du lancer de poids, lancer de disque, c'est moins sexy, moins glamour. Ouais, je comprends. Ok. On va rentrer un petit peu plus dans le métier du tipster, dans le betting. Donc toi, tu es tipster en athlétisme, on l'a rappelé en début d'émission. Depuis quand tu fais ça et comment ça t'est venu depuis quand tu t'es mis vraiment au betting de manière sérieuse? Alors, on va dire que j'ai commencé à m'y intéresser en 2015. J'avais un pote dans ma classe qui faisait des paris sportifs. Moi, j'aimais bien tout ce qui était chiffres, statistiques, toutes ces choses-là. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux paris sportifs, on va dire en 2015. Après, en termes de partage de paris, en tant que tipster, j'ai commencé aux Jeux Olympiques 2016. Donc voilà, j'ai commencé comme tout le monde, hein, je connaissais personne, je connaissais rien du tout au monde du betting. J'ai commencé avec une petite page. Et c'est vrai que j'ai commencé à me faire connaître pour le coup aux Jeux Olympiques 2016 parce que en athlétisme, je pense que vous connaissez pas beaucoup de gens qui parient ce sport. Et comme c'est un sport entre guillemets de niche, il y a des énormes, on va dire des erreurs de code. Enfin, moi j'appelle ça des erreurs de code. Ouais, c'est des erreurs de code, des value bets. Après, on peut le mettre. C'est pas des erreurs de code, mais pour moi, c'est moi qui connais bien mon sport. Je sais que c'est des erreurs de code. Donc c'est vrai que je me suis fait connaître là-dessus parce que je vais pas dire que je passe presque tout le temps des cotes à 5 ou à 6, mais j'ai beaucoup de cotes à 5 ou à 6 qui pour moi valent 3, donc forcément
C'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Après, j'ai 2-3 personnes assez connues du monde du betting du coup, qui m'ont suivi à cette époque de l'année. Et donc du coup, l'année d'après, pareil, ils ont fait un peu de bouche à oreille, donc ça m'a fait connaître un peu plus. L'année d'après, j'ai eu la chance de passer dans l'émission de Benoît, qui m'a fait connaître aussi. Les résultats aidant, après, le bouche à oreille, et puis voilà, après d'année en année, tu te fais ta petite réputation. Ouais, bien sûr. Et puis comme c'est souvent, on en a parlé il y a peu, quand t'es sérieux, généralement c'est les mêmes noms qui reviennent. Hein. Dans le betting, quand t'es sérieux, c'est très souvent les mêmes noms qui reviennent. Tu disais Benoît, donc c'est Benoît Tréanton. Voilà, Nico Grimm, c'est quelqu'un que moi je connais pas forcément personnellement, mais ça viendra. On a prévu de se voir dans les jours, mois à venir. Mais voilà, il y a aussi d'autres tipsters ou d'autres personnes qui sont aussi sérieuses dans leur job. Nico en fait partie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est fiers et heureux de pouvoir le présenter dans ce face à face, parce que voilà, à chaque fois, là je parle aux viewers, ceux qui suivent nos vidéos, ou quand on présente quelqu'un, à chaque fois c'est toujours de la qualité. Voilà, sachez-le, on présente pas quelqu'un, voilà, soit j'ai eu des bons échos, de très bons échos et de nombreux échos sur cette personne-là, comme quoi c'est sérieux, comme quoi, voilà, on peut investir son argent chez lui, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on fait pas beaucoup de partenariats ou de vidéos avec des tipsters, mais quand on en fait, on fait que avec la crème de la crème. Donc voilà. Alors tout à l'heure tu parlais de cotation, etc. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais va le falloir. Les amis, ne quittez pas cette vidéo après la réponse de Nico. L'athlétisme, est-ce que c'est prenable en argel ou non? Ça dépend quel type de parenté, on va dire. C'est un peu comme tous les sports de niche ou les paris long terme, des choses comme ça. Dès que tu as 2-3 mecs qui posent 200-300 balles sur un pari, souvent la cote elle saute. Donc j'ai envie de te dire que si tu as une unité de mise à 10-20 euros, 30-40 euros, ça peut passer. Mais dès que tu as 2-3 mecs qui vont allumer, c'est foutu quoi. Ouais, donc c'est hors argel obligatoire de toute façon. Pour te suivre, de toute façon, c'est hors argel obligatoire. Oui, alors du coup, moi j'ai pris j'arrive pas à trouver le terme, mais j'ai un bilan du coup 100% clean bet. Et après, tous les paris, on va dire, que j'appelle ça cadeau. On va dire que c'est le premier arrivé, premier servi. Je donne, si j'ai on va dire des erreurs de code sur des books argel, je le donne. Sur des books un peu plus exotiques, je les donne aussi. Par contre, je le compte pas dans le bilan parce que je sais que personne ne suit. Enfin, personne. Il va y avoir peut-être que 10% qui vont pouvoir suivre le pari. Donc, ouais. J'appelle ça des paris bonus. Ça marche. Est-ce que ça t'arrive d'investir sur des différents marchés que l'athlétisme? Oui, moi je parie beaucoup des paris long terme. Moi, on va dire que je suis plutôt dans la catégorie recherche de value, entre guillemets. Je pars du principe que sur tous les sports de masse et les matchs, on va dire, à court terme, il y a quand même très très peu de value. Donc c'est vrai que je suis plus à rechercher des paris long terme. Par exemple, des vainqueurs de tournois de tennis, tu as beaucoup de disparités entre les books. Par exemple, en tennis, je joue très peu de paris court terme, mais je joue plutôt des trucs comme ça, des cotes en long terme. Après, sinon, sur le court terme pur et dur, je suis plutôt sur le rugby, qui pour moi est un semi-marché de niche. Ouais, ça dépend des championnats, en effet. Ouais. Ouais, en fonction des compositions, tu as quand même des cotes qui se cassent vite la gueule. Donc voilà, c'est vrai que sur des matchs de foot ou des matchs de basket, tu vas très rarement voir des cotes de 1,60 qui vont partir à 1,35 en une heure ou des choses comme ça. C'est ça. Donc voilà, moi je suis plus sur ça maintenant. C'est vrai qu'au début j'étais plus un peu comme tout le monde, on va dire, à jouer un petit peu tout, et enfin voilà. Ouais. Maintenant c'est vrai qu'avec l'expérience, avec la ball crawl qui augmente, je suis plus dans ce créneau-là. Donc après malheureusement c'est un peu plus dur à suivre parce que souvent quand tu passes derrière ça saute ou pas. Mais voilà, c'est comme ça. Bien sûr. On va parler un peu de ta stratégie, toi. Quelle est un peu la stratégie que tu adoptes? Tu vas parler des PLT, tu vas parler de value, tu m'as pas parlé de volume. Alors je sais pas si c'était volontaire ou non, mais voilà, quelle est un peu ta stratégie globale, toi? Alors je sais que tu en as plusieurs parce que tu as durant ta saison athlée et t'as hors ta saison athlée. Donc voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Ouais, alors moi je
suis plus sur de la qualité que sur du volume. Parce que, comme je disais, j'essaye de rechercher vraiment les values, et pour moi, en règle générale, il n'y en a pas énormément. Donc voilà, alors moi, personnellement, en athlétisme, ça fait 3 ans que je suis à plus de 30% de ROI en officiel, en clean bet. En perso, je suis à bien plus que ça. Et donc j'ai forcément des unités de mise qui sont beaucoup plus importantes sur l'athlète que sur les autres sports. Normal. Après, grosso modo, en volume de bêtes, je suis allé, on va dire, à 150 bêtes athlètes à l'année, et à peu près 150 bêtes à l'année sur le reste. La saison commence donc en mai, c'est ça? Ouais. Et finit en octobre. En octobre, d'accord. Donc on a une saison de 5 mois, donc effectivement c'est vrai que c'est court, quoi. Ça fait du. Attends, tu m'as dit 150 bêtes, donc ouais, ça fait 5 mois. Attends, je suis nul en. Ouais, ça fait 30 bêtes par mois, quoi. Ouais. Ok. C'est pas énorme. Hein. Ouais, mais ça fait un bet par jour, quoi. Entre multisport, Paris long terme et athlé, je suis à 300 à l'année. Ouais, d'accord. Ok. Enfin, voilà, je sais qu'il y en a qui jouent ça au mois, je suis très loin de ça. Alors, je sais pas si vous avez entendu Nico, il a parlé de 30% de roi. D'accord? Donc. Et en officiel, hein, moi en perso, je suis à beaucoup plus que ça. Ouais, non, mais voilà, d'accord. Si quelqu'un te suit, d'accord. Donc 30% de roi. Alors je sais pas si. Depuis 3 ans. Voilà, je sais pas si des gens. Je sais pas si des gens vous ont déjà dit ça. Alors peut-être des charlatans ou des escrocs ou quoi que ce soit. Moi je connais Nico, d'accord. S'il dit ça et je sais que voilà, il raconte pas des conneries. 30% de roi. Est-ce que vous avez déjà vu un tipster foot? Et moi je vais parler de moi, hein, même de tennis, qui fait ces résultats-là sur un marché de match, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Ouais. Ou alors faut faire une saison de folie et avoir des runs incroyables. Mais moi j'ai jamais vu ça hors escroc. Donc voilà, 30% de retour sur investissement sur un marché de niche. Il y en a qui vont dire ouais, c'est logique, c'est la base, c'est normal. Sachez que déjà quand on fait 15% sur un marché de niche, c'est déjà très très bien. C'est déjà très bien. 30% c'est la quasi-excellence. donc voilà, 30% tous les ans de ROI, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez impressionnant. Ça veut dire qu'en quasiment 3 ans, il a quasiment doublé sa bankroll. Donc ça revient à quelque chose d'assez énorme quand même. Plus que ça, parce qu'en ROI j'ai été à 30%, mais en ROC, l'année dernière je fais 55% avec une mise moyenne de 1,3%. En plus. Et pour les gens qui disent qu'il y a des chutes de cotes, alors en fait moi j'ai un fonctionnement, vu que je suis énormément demandé, j'ai 2 groupes en fait, et donc j'ai un groupe où j'envoie en priorité les paris, et j'ai un deuxième groupe où j'envoie 1 heure après les mêmes paris mais 1 heure après. Et l'année dernière j'étais à 28% de ROI dans le deuxième groupe, donc en envoyant 1 heure après. Donc les gens qui disent des fois oui il y a des chutes de cotes, ouais. Là si tu prenais tous les paris 1 heure après moi l'année dernière, t'étais à 28%. Ouais, après voilà, c'est toujours pareil, les gens ils vont me dire bah ouais mais comment en 1 heure on peut prendre les paris? Oui, effectivement les paris sportifs, si vous voulez en faire un investissement durable sur le long terme, va falloir s'investir. Va falloir s'investir, que ça soit financièrement mais aussi d'un point de vue temporel. Et effectivement si vous suivez Nico mais que vous prenez le bet le lendemain matin, c'est déjà... Ça va pas être possible parce que les codes sortent le jour J. Donc, en plus, voilà, donc c'est vrai qu'on en a pas... J'essaie au maximum de simplifier, on va dire, la prise de pari. Bien sûr. J'ai un lien Telegram où je mets à chaque fois à quelle heure sortent les codes, et j'essaie de leur donner un ordre estimatif d'horaire à l'heure où je vais envoyer, et je préviens toujours 2-3 minutes à l'avance avant de prendre un pari. Parce que je sais que c'est hyper important, on a tous une vie, on a tous des contraintes. Bien sûr. Et de faire au maximum pour entre guillemets satisfaire tes membres. Satisfait. Alors, c'est chute, hein, parce que t'es sur un marché niche, puis les résultats depuis des années font que je suis de plus en plus suivi, les gens misent de plus en plus d'argent, donc je sais que malheureusement ça va chuter forcément de plus en plus, mais à un moment donné on n'a rien sans rien. Donc, exactement. On peut pas avoir un énorme roi et pas avoir de chute de cote et pouvoir... tu fermes des portes ouvertes là. c'est bien. c'est le moment de se lâcher aussi, tu sais. de répondre aux questions de certains, quoi. C'est comme, j'en sais rien. J'ai par exemple des athlètes, ils me disent j'ai envie d'être fort en sprint et j'ai envie d'être fort en demi-fond. Je lui dis à un moment donné, il va falloir choisir.
Parce que tu as deux types de fibres, soit des fibres rapides, soit des fibres lentes. Donc tu vas pas pouvoir être bon partout. Ouais, c'est comme un cycliste, il se dit ouais, je veux monter Voilà, le Zancolan, mais je veux aussi gagner des étapes de sprint. Ça va pas être possible. Ok, ça va. On va faire un petit break par rapport à l'aspect tipster. On va parler un petit peu plus de l'actualité. Malheureusement, ça fait un peu tache noire actuellement en athlétisme avant que la saison commence. Il y a l'affaire Caster-Semenya. Donc, bon, je pense que beaucoup connaissent. Elle a fait beaucoup parler d'elle. Ça fait 10 ans qu'il y a une sorte d'affaire avec si je me trompe pas, avec les institutions et tout. Enfin, c'est un peu compliqué. Nico va vous en parler. Il y a aussi le procès avec Pierre-Ambroise Boss. Alors ça, c'est autre chose. C'est dû à une bagarre, etc. Et puis il y a l'affaire, c'est Clémence Calvin, hein, c'est ça. Voilà, en ce moment. Donc ouais, l'actualité athlétisme fait beaucoup parler d'elle, mais pas forcément bien. Quel regard, toi, par rapport à toutes ces affaires-là? Alors, tu peux faire étape par étape, ou enfin affaire par affaire, ou d'un point de vue global, comme tu veux, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à ça, parce que ça fait partie quand même de l'actu, et ça joue aussi dans les paris, bien évidemment. Ouais, carrément. Bah alors, d'un point de vue général, on est un sport, j'ai envie de dire un peu comme le cyclisme, où c'est quand même assez physique. Et donc, forcément, quand c'est beaucoup physique, il y a forcément pas mal d'histoires de dopage, malheureusement. Alors, sur certaines disciplines comme la paire. Allô? Oui. Ouais, Nico, c'est bon, on t'entendait plus là. Tu as dit la perche. Ouais, je disais que il y avait des histoires de dopage, parce qu'on était sur un sport assez physique, donc forcément, c'est un peu comme le cyclisme. Il y a quand même une grande part de physique, donc il y a pas mal de dopage là-dessus. Il y a des disciplines après qui sont peut-être un peu moins confrontées à ça, comme des disciplines comme la perche, qui sont peut-être un peu plus techniques. Alors Caster-Semenya, le souci en gros, c'est une femme qui a des hormones d'homme, pour faire simple. Elle a une voix d'homme, un physique d'homme, et elle domine outrageusement les 800 mètres depuis des années. Elle gagne ses courses avec 20 mètres d'avance, et c'est un peu ridicule, parce que en même temps, tu peux pas l'interdire de courir parce que ça reste une femme, mais en même temps, elle a des hormones d'homme, donc elle a produit plus de testostérone, elle a plus de force, et forcément, il y a deux courses en une, quoi. Donc c'est un peu compliqué. T'as le tribunal arbitral du sport, les deux AF, ils sont pas forcément d'accord. Enfin, c'est un peu le bins là-dessus. Ouais. Moi, personnellement, je vais pas m'en plaindre. Semenya, je l'ai pris il y a quelques années. Elle m'a fait remporter de l'argent. Ouais, malheureusement, maintenant, tout le temps, il y a un zéro. Ouais. À l'époque, quand ça avait commencé, donc il y a 10 ans, hein, maintenant, cette histoire, elle a 10 ans quasiment, cette affaire. À l'époque, les books la cotaient encore assez convenablement, on va dire. Mais maintenant, ouais, effectivement, c'est plus possible. Elle est quasiment plus cotée, ou à un 10, quoi, vous allez la retrouver. Donc bon. Et j'ai un agent français que je connais bien, qui m'a dit qu'il y aurait des rumeurs comme quoi elle faisait exprès en plus de pas battre le record du monde, pour justement que ça soit pas entre guillemets empirer les choses. Donc elle se contente en gros de courir à 90% pour pas tout exploser, et pour pas tout faire sauter, quoi. C'est hallucinant, hein. C'est un peu compliqué. Enfin, pour elle, ça va être difficile à vivre. Enfin, à la fin des courses, il n'y a personne qui vient la voir. Enfin, c'est compliqué, quoi. Après, Ouais. Pierre-Ambroise Boss, c'est de l'extra sportif. Il était sorti à une soirée après son titre de champion du monde à Bordeaux. Il avait un peu bu. Il y avait eu des histoires de bagarre avec des mecs. Donc voilà, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé exactement, mais je pense qu'il n'est pas exempt de tout reproche dans l'histoire. Mais bon, ça va. Ouais, ça va se tasser à l'approche des futures échéances, là. Ça devrait se tasser. Après, du coup, Clémence Calvin, ouais, alors j'ai envie de dire c'est pas une surprise, parce que Ah, toi, t'as des infos, toi. Toi, t'as des sources. mais non, c'est compliqué. Mais voilà, elle est déjà dans un club où il y a eu pas mal d'histoires de dopage en demi-fond depuis des années. Elle s'entraîne avec un entraîneur très controversé. Son entraîneur qui est aussi son copain, pareil, à un moment donné c'était un petit peu louche. En équipe de France, je sais que ça faisait certains demi-fondeurs grinçaient un peu des dents lors de certains rassemblements. Donc, moi je sais que je savais qu'elle n'était pas forcément clean, mais donc
D'accord. Ça me surprend pas plus que ça. Ouais, t'es pas surpris. Ok. Mais bon, voilà, après, malheureusement, je pense que c'est pas la seule, que ce soit en France et même dans les pays étrangers, mais voilà, on est dans un sport business maintenant. Voilà, Clémence Calvin, je sais pas combien elle gagne sur des courses, mais elle gagne largement sa vie grâce à ça, et donc voilà, derrière, il y a forcément des choses qui sont mises en place pour tout ça, quoi. C'est un peu triste, mais bon, c'est le sport de haut niveau. Ouais, bah, c'est le sport de haut niveau. En termes de compétition, il n'y a pas plus haut, et la compétition, évidemment, ramène malheureusement des excès, et les excès font partie du dopage et font partie de tout ça. Donc effectivement, de triche, etc. Voilà. C'est comme ça. Même des fois, les institutions sont de mèche aussi. Voilà, on a pu le voir. Oui, alors j'ai pas envie de dire que la Fédé est de mèche, mais c'est vrai que Clémence Calvin, c'est quand même. Je vais pas dire qu'elle fait vendre au niveau du running, au niveau de la Fédé en demi-fond, mais c'est une belle égérie en termes de marathon. De demi-fond féminin, on en a pas beaucoup, et donc. Ouais. Alors j'ai pas envie de dire que la Fédé la protège, mais voilà, c'est vrai que. Ouais, non, mais ouais, c'est comme si demain Teddy Riner au judo, ça foutait le bordel, quoi. Voilà. Ouais. Voilà, ça remettrait toute sa carrière en doute. Enfin, voilà, c'est compliqué, effectivement. Et la Fédé sait pas trop comment se positionner, parce que d'un côté, il y a un attrait commercial, économique, et de l'autre côté, sportif et éthique. Donc, effectivement, mixer tout ça, c'est un compromis qu'il faut prendre, et c'est compliqué. Mais c'est des infos qui sont essentielles. Alors là, c'est des infos. Là, on parle de choses qui maintenant, voilà, les infos sont tombées assez rapidement et assez facilement. Vous pouvez retrouver ça sur des médias français assez connus. Mais toi, par rapport au site que tu utilises, évidemment, tu utilises aussi des médias, on va dire connus, hein, pour ne pas citer l'équipe. Mais toi, tu as, j'imagine, des sites à recommander. Alors toi, je sais que tu utilises IAAF, donc c'est le site de l'athlète, hein. D'un point de vue, c'est là où il y a une grande majorité de stats, où tu as un petit peu les paramètres de course et tout, non, c'est ça? Ouais, alors j'ai ce site-là, t'as le site de la Diamonique, où t'as les starties qui sortent, Ouais. avec des espèces de un peu de résumé de chaque athlète. Quand tu cliques, t'as la starties, donc t'as nom, prénom, date, naissance. T'as les records perso, les progressions d'année en année, t'as toutes les compètes qu'ils ont fait dans l'année, où tu peux peut-être éventuellement arriver à cibler des pics de forme ou non. Après, c'est une connaissance, on va dire, du milieu. T'as des athlètes, tu sais. Enfin, moi, je sais que je suis énormément d'athlètes sur les réseaux sociaux. Donc, je sais que t'as des athlètes qui sont blessés, d'autres qui sont en reprise. Twitter, Instagram, ouais. Ouais, Twitter, Instagram. Après, j'ai des sites un peu plus spécialisés sur le demi-fond ou autre. Je suis aussi la presse un peu étrangère. Ouais, d'accord. Les athlètes étrangers. Tu fais une grosse veille informationnelle, quoi. Ouais, c'est hyper important. De toute façon, moi, c'est très souvent que j'en parle alors que ce soit sur le Discord, ou sur nos différents réseaux qui sont trouvables en description de vidéo. Moi, je dis toujours, si vous êtes les premiers sans l'info, c'est vous qui avez le coup d'avance, en fait. Oui, donc voilà, et ce que fait Nico, c'est ce que je fais moi à titre personnel, et c'est ce que fait PA, et c'est ce que fait les tipsters sérieux. C'est-à-dire que dès que vous avez une info comme ça, moi, vous savez, ceux qui sont dans le Discord, vous savez que j'envoie très rapidement les infos dès que je les ai sur des sports sur mon marché de prédilection qui est le tennis, mais ça peut être aussi sur le cyclisme, le biathlon ou la NBA, etc. Des marchés que je suis moins fréquemment, on va dire, que le tennis, mais que je suis là quand même. Dès que j'ai des infos, j'essaie de les partager, mais avant j'investis, quoi. C'est-à-dire que avant d'envoyer l'info, j'investis quand même de mon côté, parce que je sais très bien que si j'envoie l'info derrière, ça va chuter complètement. Donc évidemment, et Nico le sait davantage que sur un marché niche, si t'as une info, elle va pas durer longtemps, quoi. C'est-à-dire que si t'as une cote et que tu vois value et que l'info est tombée et que ça fait déjà une demi-heure, c'est déjà mort pour toi, quoi. Surtout sur des marchés de niche, justement, c'est des sports qui sont pas très bien suivis, donc les infos, d'aller chercher des infos, c'est un vrai plus. L'année dernière, par exemple, au championnat d'Europe, je vais pas dire que je suivais 100% des athlètes qui participaient au championnat d'Europe, mais tu avais la favori du saut en longueur
qui se blesse, elle met un message sur Instagram, sur le stade d'échauffement. Mais je me suis blessé à l'échauffement, je vais pas pouvoir concourir, j'ai le cœur lourd. Putain, j'ai vu ça, gros coup de stress. La fille était archi favorite du tournoi. Derrière, j'ai bombardé sur les 3 outsiders. Ça m'a fait une cote de 2, mais c'était cadeau, quoi. Ça passait 9 fois sur 10. Ouais, voilà, vous voyez, c'est des. Et Voilà, sans l'info, tu prends. T'as pas d'alerte équipe, là. Voilà, et sans l'info, tu l'as pas, quoi. Ça, tu peux pas prendre ce pari-là si t'as pas l'info. Donc voilà. C'est aussi ça, être un bon tipster, c'est aussi avoir les infos avant les autres. C'est souvent, il y en a qui me disent dans le Discord, ouais, t'as eu l'info où des fois, je peux pas forcément donner l'info. C'est mon job aussi, quoi. C'est-à-dire que c'est mon job aussi d'investigateur et d'aller chercher, et Nico le fait très bien à son propre niveau. De quoi, est-ce que, alors, on a parlé des sites un peu à recommander pour avoir des stats et tout. Quels sont les éléments, toi, un peu principaux que tu prends en compte? Alors évidemment, on est dans un marché où c'est pas forcément comme moi au tennis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un match, 2 joueurs, une surface, une balle de raquette et puis en avant-gagnant. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il y a une grosse arène ou des arènes et parce que je pense aussi au JO et derrière voilà, on parlait tout à l'heure de groupes de sport comme le sprint, le fond, tout ce qui est sport de lancer et tout. Évidemment, tout ça, c'est très 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 différent. Donc évidemment, il y a plein de complexité. C'est un énorme foutoir. Ouais, c'est ça. Un meeting, j'y passe au moins 10 heures d'analyse en pré-analyse. Là, tu vois, il y a les starties qui sont sortis aujourd'hui pour vendredi. Donc, gros taf d'analyse en attendant la sortie des cotes. Parce que du coup, les books proposent beaucoup de duels en athlétisme. Donc, c'est vrai que moi, j'ai, on va dire, une vision d'ensemble. Et ensuite, une fois que j'ai les duels, je vais approfondir ou non en fonction des codes que je peux avoir. Mais en paramètres, qu'est-ce que je peux citer? Déjà, l'état de forme, j'essaye de voir si l'athlète est plus ou moins en pic de forme ou non, en fonction des épreuves qu'il a pu faire avant, un peu comme sur tous les sports, je l'imagine au tennis ou des choses comme ça. En cyclisme, tu sais que tu as des athlètes qui vont se préparer que pour le Tour de France, d'autres plus pour les classiques. Donc voilà, c'est quelque chose que j'essaye de prendre en compte. Après, j'ai l'expérience de l'athlète. Là, c'est pareil, tu as des athlètes, on va dire, qui ont de l'expérience. Tu sais ils seront là le jour J, ils vont peut-être se cacher entre guillemets toute la saison et être là le jour J. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Bien sûr. L'intérêt du meeting pour l'athlète, forcément, c'est comme au tennis, quand tu as un tournoi à domicile, t'es forcément plus motivé. Donc là, c'est pareil, quand tu as un meeting en France, je sais que les Français, ils auront bien préparé le meeting, pareil en Norvège, etc. En Américain, aux États-Unis. Les meetings, ils s'articulent comment? C'est-à-dire qu'un meeting peut se chevaucher une semaine sur 2 ou pas? En gros, alors ça dépend, mais grosso modo, on va dire que tu as un gros meeting toutes les 2 semaines. D'accord, ok, ouais, t'as pas un meeting toutes les semaines, quoi, ça arrive. Alors, des fois, ça arrive, t'en as 2 dans la même semaine. Ça, c'est important, par exemple, parce que je pense à ça. Oui, c'est important. Les mecs qui ont couru la semaine dernière, qui concourent la semaine d'après avec des mecs qui n'ont pas couru la semaine d'avant. C'est ça. Bon, là, évidemment, il y a voilà. Il y a l'horaire. Ouais. T'as toutes ces choses-là à prendre en compte, donc ça, c'est quelque chose qui s'analyse aussi. Là, le prochain, c'est à Doha. Évidemment, il y a le décalage horaire, le fuseau horaire qui est un peu particulier à Doha. Alors là, ça va parce qu'il n'y a pas de changement, mais là, tu vois, je pense à. C'était l'année dernière, au mois de juin, t'avais Eugene aux États-Unis. Une semaine après, t'avais Oslo. Et 3 jours après, t'avais Stockholm. Et donc, forcément, ceux qui n'ont pas fait Oslo ou autre, t'as forcément une fatigue accumulée ou non. Ouais, c'est clair. Tu récupères pas forcément en 2 jours un 400 mètres à balle ou des choses comme ça. Les conditions sont changeantes aussi. Puis l'américain, tu sais qu'il va forcément chercher à être plus performant aux États-Unis et il va peut-être venir chercher son chèque en Norvège, comme les mecs au tennis qui remportent un tournoi à 1000 et qui vont faire un 250 la semaine d'après, des choses comme ça. Fonini, Fonini, il a dit qu'il jouait pas à Estoril cette semaine. C'était un tournoi à 250. Il a gagné Monte Carlo. Voilà, exemple typique, tu vois, exemple d'actualité. C'est pour ça que je parle de ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est des choses à prendre en compte. Voilà, tout simplement. Après, c'est plus des éléments le jour J. Du coup, le couloir en fonction des courses, parce que t'es plus ou moins avantagé si t'es au couloir 1, au couloir 5, au couloir 8.
En gros, alors ça dépend aussi du profil de l'athlète, parce que plus tu es grand, plus tu vas avoir du mal normalement à courir en virage. Mais grosso modo, un coureur qui court au couloir 1 et un qui court au couloir 6, le gars au couloir 6, il va faire 3 à 4 dixièmes de mieux. Donc pour deux mecs équivalents à un record perso, là déjà c'est quelque chose à prendre en compte qui est hyper important. Ouais, c'est un très bon tip ça. C'est bien, c'est intéressant à savoir. Un mec comme Christophe Lemaitre, tu vois, qui est très grand, qui a du mal à mettre de la fréquence, il est couloir 2, tu sais déjà qu'il va faire 3 ou 4 dixièmes de plus que s'il était au couloir 6. Et ça, les books ne le prennent pas forcément en compte et ils vont te coller un 90, un 90 ou un 95, un 95, alors que pour moi ça vaut du 1,70 et du 2,30. Ouais, bah effectivement. D'accord. Ça c'est intéressant à savoir. Ouais, le dernier c'est la météo, alors là il faut vraiment attendre le dernier moment parce que du coup en fonction de certains athlètes, quand tu as du vent de face ou du vent de dos, ça peut être différent. Un petit gabarit, s'il a beaucoup de vent de face, il va être vachement désavantagé, alors que pour le coup s'il a du vent de dos, il va s'envoler quoi. Donc sur des épreuves de sprint, je peux prendre ça en compte, mais ça c'est vraiment vraiment au dernier moment, donc c'est un peu plus compliqué à partager, c'est plus en perso ou des choses comme ça, mais alors des fois le meeting commence à 20h et la course à 22h, donc je peux me permettre de partager, mais c'est un peu plus rare, mais voilà, c'est des choses ça c'est d'un point de vue organisationnel, ça. c'est la vie du tipster, ça, c'est les aléas du direct, on va dire. Ouais, et sinon voilà, c'est aussi de savoir, parce que t'as des mecs qui font des compétitions d'altitude, et donc forcément t'es avantagé parce que t'as moins de pesanteur, donc faut aussi prendre ça en compte dans les performances passées de l'athlète. Si le gars a fait, j'en sais rien, son record sur 100 mètres à 2000 mètres d'altitude, tu peux te dire que s'il n'aurait pas couru à 2000 mètres d'altitude, il aurait fait peut-être 2 dixièmes de plus. Alors ça, moi je connais les lieux, etc. C'est un peu au tennis, c'est pareil, je sais que tu as des tournois qui sont plus ou moins d'altitude, avec des rebonds plus ou moins hauts, des passes qui sont plus ou moins rapides. Donc là, c'est un peu le même délire, tu vois. Non, mais bien sûr, il y a des similitudes, hein. De toute façon, dans les marchés, quand tu analyses, évidemment, tu as des éléments qui s'entrecroisent de manière différente, bien sûr, mais on arrive, grosso modo, à peu près aux mêmes éléments à prendre en compte, hein. Ok, mais tout ça était intéressant. J'ai été mis à avoir un bon réseau. Bon, alors là, voilà, j'ai me dit que j'avais de la chance, de par mon niveau, d'avoir un bon réseau. Je connais des athlètes de l'équipe de France, des entraîneurs de l'équipe de France, des membres du staff médical. Donc, des fois, je sais quand des athlètes arrivent un peu blessés ou pas. Donc voilà, ça me permet d'avoir quelques infos en interne. J'échange aussi beaucoup avec d'autres athlètes qui suivent beaucoup l'athlète, donc ça me permet de me confronter mon point de vue avec éventuellement leur, de me confirmer ou non certaines choses que je pense. Donc comme je dis, tout seul on va plus loin, non, on va plus vite, et ensemble on va plus loin. C'est ça, c'est bien ça. Ça a eu du mal à venir, mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est un ensemble de plein de choses, on ne se rend pas compte. Les gens, des fois, ils se disent, oui, moi je vais être tipster, mais tu t'improvises pas tipster, c'est un taf de malade. Moi, au championnat du monde, l'année dernière, je faisais du 8h à 23h non-stop. Limite, je mangeais devant mes 2 ordinateurs avec mes 2 écrans, j'avais 8 ou 10 books d'ouverts, je gérais les fluctuations de code, j'étais sur Instagram, j'essayais d'avoir des infos. C'est un truc de malade. Ah, ben oui, bien sûr. Je fais pas ça tout le temps, mais en période de gros championnat, c'est délire total. Ouais, bien sûr. Quand j'imagine pour les JO, j'imagine pour les mondiaux, voilà, ça doit être assez impressionnant, l'attitude de travail que tu dois avoir. Moi, c'est pareil de mon côté. Il y a des tournois qui sont en Europe. En ce moment, c'est la tournée européenne, donc ça se passe bien. C'est-à-dire que j'ai pas trop de soucis pour regarder les matchs. Mais quand c'est les tournois aux États-Unis, quand la tournée elle est en Colombie, ou alors que tu dois aller en Australie ou quoi que ce soit, bon ben là, faut que tu te lèves à 2-3 heures du matin, regarder les matchs, t'es en décalé complet quoi. Pendant 15 jours, t'es en décalé. Enfin, moi je suis en décalé, donc effectivement, c'est un rythme aussi qui fait que tu peux pas. Des fois, c'est compliqué parce que tu dois regarder des matchs en fait, parce que surtout au tennis, si tu regardes pas les matchs, c'est sûr que tu peux pas être tipster tennis. Et en athlète, c'est exactement pareil. En championnat, c'est hyper important parce que du coup, tu as plusieurs tours. Et donc, tu peux voir des mecs qui relâchent pas, qui gardent sous le pied, qui gardent pas sous le pied. Bien sûr. Alors, moi, je vais pas dire j'ai l'œil, si j'ai l'œil, mais j'arrive à voir le mec qui garde sous le pied. C'est des choses infimes. Ouais, le body language en athlète est essentiel. Les sprinters, les mecs, je vois toutes leurs courses, donc.
enfin, je sais pas comment dire, Ouais, non, mais ça se ressent. voilà, c'est ça se ressent. Quand tu connais le job, quand tu sais comment doit courir le mec ou quoi que ce soit, tu sens si le mec est bien, pas bien, moins bien, etc. Ouais. Ok, on va clôturer là-dessus. On va faire, ça va être un petit moment un petit peu plus fun, un petit peu plus cool maintenant. Si tu devais pas faire dans l'athlé, toi, et t'aurais voulu être sportif, pas forcément de haut niveau, mais faire la même carrière que t'as pu avoir, mais dans un autre sport, ça aurait été lequel? Tennis. Ok, d'accord, ok, bon, on se... J'aime bien le tennis, je trouve ça vachement bien. T'as Ok. plein de paramètres en jeu, donc ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. D'accord, ok, bah ça me fait plaisir. Ça marche. Est-ce que tu peux nous dire, nous donner ton meilleur moment d'athlétisme, alors on va dire d'un point de vue purement sportif, et peut-être qu'il va s'entrecroiser avec la prochaine question qui sera quelle est la plus grosse cote ou le plus gros pari sur lequel t'as le plus vibré? Bah alors je dirais mon titre de champion de France par équipe au relais, au 4x200 mètres, on a été champion de France, c'était un truc de malade quoi, champion de France élite, senior, enfin le top du top quoi, Ouais. avec le club, donc le fait de partager ça avec les copains avec qui tu t'entraînes tous les jours, c'était un moment bien sympathique, j'en ai versé une larme, c'est la seule fois où j'ai pleuré en tant qu'athlète sur un stade, donc, C'est beau. C'est beau. c'était vraiment sympa pour le coup. Et Voilà. vous étiez coté à combien? Ah, on n'avait pas de cote. Pas de cote pour les championnats de France. Et du coup, après, en termes de cote, en termes de cote athlée, si j'avais passé une énorme cote, si c'était une cote de 36 quand même. C'était Muriel Aouré, championne du monde sur 60 mètres. Donc hyper intense parce que 60 mètres, 7 secondes de course. Donc là, t'es on your mark, 7, là tu commences à trembler, pam, ça part, 7 secondes, c'est fini, hop. Et là, j'avais empoché, je sais plus combien. En plus, pour le coup, je crois que j'avais été limité à 50€ sur le bet. Ouais. Et 50 x 36, ça me faisait un mois de salaire. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'était un bon moment. Parce qu'en plus de ça, je me rappelle, j'étais avec ma copine et enfin, je lui avais dit, bah tiens, regarde, j'ai joué cette fille là au couloir 4. Si elle gagne, je te paye des vacances. Et du coup, elle a gagné. Et voilà, c'était un petit moment. C'était un petit moment sympa. Tu m'étonnes. Ouais, c'est ça aussi l'avantage de ce marché-là, c'est qu'effectivement, alors certes, le meeting dure assez, 3 heures. voilà, mais ça s'étale sur 3 jours, c'est ça, je crois. Non, un meeting ça dure 3 heures en fait. 3 heures, ok, d'accord, pardon. En gros, ouais, allez, 3-4 heures. On va dire entre 19h et 22h, 18h, 22h. Ouais, non, c'est les mondiaux et tout qui s'étalent sur plusieurs. Les championnats du monde, les championnats d'Europe, ça dure. Alors les Europes, souvent c'est 4 jours, les mondiaux ça dure une semaine. Ouais. Et par contre là, c'est horrible parce que je me tape de. Bah, je te dis, je fais 8h, 23h non-stop, t'as les sessions du matin, les sessions du soir, j'enregistre les sessions du matin pour regarder les courses, j'écoute des interviews, enfin c'est. Voilà, ouais, j'imagine le problème. Tu vis plus du tout les semaines où t'étais vraiment spectateur athlé et tipster, ça. Tu vis plus du tout pareil. Ouais. Ça marche. Ouais, et tu disais en off, tu me disais tout à l'heure, des cotes à 5, 6 ou même 10, ça passe assez régulièrement. Ouais. Ah bah, je vais pas dire que. Si, à chaque meeting, pour moi, j'ai des cotes de 5-6 qui valent 3, alors une cote de 3, ça a potentiellement une chance sur 3 que ça passe. Sauf que toi, tu l'as joué à 5 ou 6. Donc, ouais, bien sûr. Forcément, sur le moyen long terme. Ah bah, ça fait toute la différence, exactement. Ouais, et combien de fois j'ai des cotes à 2,30 qui pour moi valent 1,90. Bah après, si j'ai 30% de ROI depuis 3 ans, c'est aussi pour ça. Hein. Bien sûr. Enfin, ouais, des fois, je vois des cotes, c'est complètement hallucinant. Et maintenant, on a quasiment fini. On va passer un petit peu à l'interview décalée. On va finir là-dessus et puis ensuite, je te laisserai le mot de la fin pour te retrouver un petit peu pour que les gens puissent te contacter. Et on terminera là-dessus. Allez, c'est parti. Mo Farah ou Kipchoge? Kipchoge, fallait Kipchoge. Allez. Bolt, Gatlin. Bolt, on peut pas dire Gatlin. Je savais que ça allait te faire frémir, ça. On peut pas dire Gatlin. Ah ouais, mais bon, dernière perte de Gatlin contre Bolt, hein. Ouais, mais il a été pris
2 fois pour dopage. On va pas me faire croire. On va pas me faire croire. Il y aura une autre là-dessus juste après. Foot ou rugby? Rugby. Ah, tu vois, j'ai failli mettre tennis, mais tu vois, du coup, ok, foot ou rugby, donc rugby. Alors là, c'est intéressant. Médaille d'or en tant que dopé ou 4e, mais avec les honneurs? Même pas qualifié aux Jeux Olympiques. 4e avec les honneurs, non. Dopage, c'est même pas la peine, quoi. Ça me rend fou quand je vois enfin, moi, les mecs avec qui, même moi, je me suis quand même bien entraîné. Je m'entraînais 7 fois par semaine. De voir des mecs qui chargent et qui passent devant et qui, pour des conneries comme ça me rend fou. Ouais, j'imagine. Plutôt mondiaux ou JO? Ah, JO, c'est le Graal. Ouais. Ah, tous les athlètes, ils se disent tout ça. Hein. C'est une fois tous les 4 ans, alors que les mondiaux, c'est une fois tous les 2 ans. Donc, ouais, effectivement. Diamond League ou championnats nationaux? Diamond League. Après, c'est différent. Diamond League. L'ambiance est différente, je pense. Ah ouais, bah c'est vraiment plus pro, beaucoup plus. Puis t'as aussi, voilà, je sais que je vais pas dire on va revenir sur le dopage. Alors qu'au championnat de France, c'est un peu plus amateur et un peu plus. Ouais, un peu plus réel sur certaines disciplines, on va dire. D'accord. Mais tu restes sur ton choix Diamond League? Oui, parce que bah t'as forcément plus de spectacles, plus de perfs, ça va plus vite, ça va plus haut. Ça marche. Pierre-Ambroise Boss ou Mayadine Mekissi? Pierre-Ambroise Boss. Ok. Enfin, t'as un argument ou non? Ouais, bah parce que Mekissi, je vais pas dire que c'est un voyou parce que c'est pas le bon terme, mais ouais. il a eu pas mal d'histoires dans le passé où il a tabassé des mecs. Il s'était tapé avec Mehdi Bala sur un meeting international. Il avait frappé aussi un mec au Crêpes de Reims. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors bah si c'est avéré que Pierre-Ambroise il frappe aussi, on peut les mettre sur un ring tous les deux, puis comme ouais, ça. Alors Pierre-Ambroise, je pense que plutôt à une soirée un peu arrosée, il a voulu faire un peu le malin. Il y a un mec qui devait être un peu dans le même état, et puis voilà, on va dire que c'est un petit peu différent. Mais... Ouais, ça marche. Et dernière question, boire ou conduire? Boire ou conduire? Alors moi je bois que de l'eau personnellement, donc je vais dire boire. J'ai cru que t'allais dire conduire. Courir. Dis-moi pour courir. Non, j'ai une de vie, hein. Bien sûr. De vie pour le coup. Bien sûr. Allez, ça marche, on termine là-dessus. Écoute, je te laisse le mot de la fin pour que les viewers puissent te contacter. Alors, sachant que la vidéo sortira normalement jeudi ou vendredi. Donc vendredi, le jour du commencement de la saison athlétisme. Donc peut-être qu'à partir de ce moment-là, Nico sera plus trop joignable. mais en tout cas, voilà, j'imagine qu'il vous répondra le plus rapidement possible. Et donc voilà, toi, donc tu es Nico Grimm sur Facebook. Mais après, est-ce que les gens puissent te contacter ailleurs ou pas? Ouais, alors on va dire que c'est plutôt mon compte perso, Nico Grimm. Mon profil tipster plutôt c'est Nick Grimm, donc pareil sans le O, c'est un petit avatar là comme tout le monde a avec un fond jaune. Donc ouais, la saison commence vendredi. Alors pour moi la saison on va dire qu'elle commence plus au mois de juin parce que là c'est des meetings de reprise, donc t'as pas beaucoup de données on va dire sur les athlètes. On va dire que c'est une mise en bouche entre guillemets. Donc oui, c'est sûr que si vous me contactez vendredi ça risque d'être compliqué. D'ailleurs, tu vois, juste, c'est dangereux d'investir là sur le premier mois là de compétition? Dangereux, bah alors il y a des gens qui m'ont posé la question. Moi, j'en tiens compte dans mes mises. Tu vois, un pari que j'aurais peut-être pris à 2% ou 1,5% au mois de juin, je vais te le mettre à 0,5. D'accord. J'en tiens déjà compte en fait sur les mises et je joue aussi moins de bêtes. En général, je suis à peu près à 2 fois moins de bêtes qu'une fois lancé, bah, parce que voilà, c'est des gens que t'as pas vu depuis 6 ou 9 mois, donc t'es vraiment dans l'inconnu la plus totale, surtout sur des disciplines de demi-fond, des choses comme ça. Bien sûr. Ouais. Puis en plus, moi, comme je te dis, je joue beaucoup de qualité, je suis assez prudent, donc je suis pas le genre à. Ouais, tu forces pas. Ce genre de truc, je suis plutôt à être frileux et donner des avis, on va dire, hors bilan, plus qu'envoyer au casse-pipe. Ça marche. Donc Nick Grimm pour te contacter. Voilà, ça, Nick Grimm. Ok. J'ai une page Facebook, c'est Prono Athlétisme 2019. Alors elle est en secret parce qu'elle a souvent été signalée et supprimée, donc maintenant je l'ai mis en secret. Me contacter
contacter sur mon profil Tipster, je vous rajouterai dessus. Voilà, on doit être à peu près 2000, donc ce qui est pas mal pour un groupe d'athlètes. Maintenant, voilà, comme je disais, on est sur un sport de niche, donc il ne peut pas y en avoir pour tout le monde. Donc j'ai forcément des groupes privés, on va dire. Pour y rentrer, c'est très compliqué. Je limite à 50 personnes. L'année dernière, il y en a 45 sur 50 qu'on reconduit, donc autant dire que c'était compliqué de rentrer, sachant que j'avais 63 personnes sur liste d'attente. Donc compliqué, voilà. Donc du coup, j'ai ouvert un deuxième groupe où du coup, j'envoie mes paris 1 heure après le premier groupe. Donc ça permet aux gens entre guillemets, d'être encore un petit peu en avance, même si il y a forcément des paris qui seront plus value, il y aura des paris qui seront chutés, mais on va dire que c'est un premier pas, quoi. Ça marche, Nico. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas pour ce face-à-face, pour cet échange. Bah de rien, merci à toi. C'est toujours moi de toute façon, dès qu'on parle de d'athlètes et de paris sportifs, je peux faire des heures dessus. Donc. Eh oui, mais oui, bien sûr. Et en plus, voilà, bon, ça fait déjà 50 minutes de vidéo. On va s'arrêter là. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à contacter Nico si besoin pour des petits conseils en athlète ou tout simplement souscrire à ses services de tipster. En attendant les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Lâchez votre commentaire sur un avis sur Nico ou tout simplement si vous aimez un peu ce format là du face à face. Et puis abonnez-vous, je le dis jamais mais bon là j'en profite un peu, abonnez-vous les amis à la chaîne YouTube si ça vous fait plaisir, si vous aimez le contenu. Voilà, ça prend du temps et puis on essaie de faire des vidéos de qualité avec des gens de qualité, des gens sérieux dans le betting. Donc voilà, si ça vous plaît, faites-le savoir les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous. Faites attention à votre BK. Salut à tous. Salut à tous et vive l'athlète.